Je remercie Kendall Nezhan qui dirige l'Institut kurde de Paris d'avoir accepté de venir. Les Kurdes se trouvent, bien malgré eux, je dirais d'ailleurs, au cœur de l'actualité du Moyen-Orient. Je veux dire à la fois l'actualité militaire, dans la mesure où ils sont de facto au premier rang du combat contre Daesh, ou comme dit le président François Hollande, Daesh, que ce soit en Irak ou en Syrie, aujourd'hui à Kobané. Mais je pense aussi au cœur de l'actualité politique, dans la mesure où, on le voit, il y a eu un surcroît de reconnaissance de facto de l'entité kurde en Irak, et une situation telle qu'on voit la Turquie s'inquiéter, pour employer un mot faible, des conséquences possibles de cet affrontement sur le statut futur du, ou plutôt des Kurdistan. Donc c'est un peu de tout cela que nous allons parler, aussi sans doute de ce qui est un des malheurs traditionnels kurdes, c'est-à-dire la division. Je veux dire la division au plan national, mais aussi la division politique qui peut avoir une influence sur l'avenir. En tout cas, pour beaucoup d'amis du peuple kurde, il est clair que cette situation est à la fois une situation extrêmement douloureuse parce qu'elle coûte très cher en termes humains, mais aussi une situation encourageante du point de vue de la maturation de la question kurde. Donc la règle du jeu vous est connue. Vous avez 20-25 minutes, enfin comme vous voulez, pour présenter votre éclairage. Et puis ensuite, nos amis vous poseront des questions, vous interrogeront sur tel ou tel aspect de la situation. Voilà, donc je vous donne la parole en vous remerciant à nouveau d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Et puis bonjour à toutes et à tous. Écoutez, la question kurde, effectivement, a été au cœur de l'actualité ces derniers mois. Donc ça a permis quand même, dans l'ensemble de la presse, de présenter des dossiers, de donner les données de base de la question, son historique, la géographie du Kurdistan. Enfin, tout cela, je suppose, connu, mais comme je le fais assez régulièrement, j'ai donc quand même quelques repères au cas où, dans l'audience, il y a 2 ou 3 personnes à qui manqueraient certaines informations. Ça permet effectivement aussi de mesurer l'épaisseur historique de cette question, parce que l'actualité, ce n'est que l'écume. Et dans les profondeurs, effectivement, depuis quelques décennies, cette question-là existait, elle a été étouffée, et puis elle se révèle au grand jour à la faveur des événements récents. Donc, vous avez tous suivi dans les médias, vous le savez, que les Kurdes, c'est un peuple autochtone de la région, vivant dans un pays qui a été partagé au lendemain de la Première Guerre mondiale entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Actuellement, les médias en ont parlé également. On estime qu'il y a 40 millions de Kurdes dans les pays de la région. Selon les estimations de la Commission européenne, en 2005, il y avait de 14 à 18 millions de Kurdes en Turquie. Les estimations plus récentes parlent de 20 millions. En Iran, on a 12 millions de Kurdes. En Irak, il y a 6 millions et demi. Ça, c'est des chiffres assez précis en Irak. En Syrie, autour de 3 millions. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Il y a 1,2 million Kurdes aussi dans les pays de l'Union européenne, dont 250 000 en France. Puis, il y a des colonies kurdes, des communautés kurdes au Liban. Vous le savez tous, puisque vous vous intéressez au reste du Moyen-Orient et puis dans les ex-républiques soviétiques, y compris
au Kazakhstan et en Kirghizie, en Turkménie, souvent c'était des populations déportées par Staline. Mais pour certaines d'entre elles, comme en Turkménie ou dans le Khorasan iranien, c'était des gens déportés déjà à l'époque des Shahs, au XVIIe siècle. Oui. Donc voilà un peu pour l'importance numérique de la question. La géographie, le Kurdistan, bon, c'est un pays vaste comme la France. Mais il y a pas mal de Kurdes qui vivent en dehors de territoire kurdes à proprement parler, en particulier en Turquie en raison des déportations et des déplacements. Peut-être près de 40% de Kurdes vivent maintenant en dehors du Kurdistan, dans les grandes métropoles d'Istanbul, d'Izmir, Adana, au point où la ville d'Istanbul est la plus grande ville kurde du monde avec plus de 3 millions de Kurdes. Les Kurdes ont remplacé les Grecs et les Arméniens de cette cité cosmopolite qui fut Byzance, évidemment. Historiquement, enfin bon, linguistiquement, parce que là, on va parler de l'identité, ce qui fait que pourquoi les Kurdes se battent, ils se battent pour leur identité. Et le ciment de l'identité est la langue, donc le kurde parle une langue indo-européenne, enfin le kurde qui appartient à la famille des langues indo-européennes, qui est différente de l'arabe, qui est une langue sémite, qui est très différente du turc, qui est une langue ouralo-altaïque, et le persan est au kurde, ce que l'italien est au français, donc voilà, ce sont deux langues cousines. Et contrairement à d'autres peuples, par exemple aux Irlandais ou aux Polonais ou à bien d'autres peuples de l'ex-Yougoslavie, ce n'est pas la religion, mais c'est la langue et la culture qui sont le ciment de l'identité. Et cette identité est vraiment ancienne. Ça remontait à l'époque de Noé, encore que, puisque l'arche de Noé se serait posée sur le mont Djoudi d'après le Coran, qui est en plein Kurdistan, à la frontière du Kurdistan turc et syrien, et sur le mont Ararat d'après la Bible, qui est à la frontière de l'Arménie et du Kurdistan de Turquie. Donc, et il y a une ville au Kurdistan de Turquie qui s'appelle Shirnak, ça veut dire la ville de Noé. Donc c'est pour vous dire aussi que on est aussi au cœur de l'histoire religieuse. Et la ville de Kobané dont on va parler, c'est dans la plaine de Haran, dont vous avez entendu parler, la patrie de Sarah, de Léa, de Rebecca. Donc voilà, tout ça, c'est l'histoire biblique. Maintenant, pour revenir à la véritable histoire, ou en tout cas à la légende, donc les Kurdes se considèrent comme les descendants des Mèdes de l'Antiquité. Vous avez tous lu dans vos classiques les guerres médiques. Donc c'était avant les Perses. Et le calendrier kurde commence à l'an 612 avant Jésus. C'est la chute de Ninive, donc on a parlé de la province de Ninive, c'est la chute de l'Assyrie qui était la grande puissance militaire de l'époque. Et donc c'est les Mèdes qui ont conquis voilà, ce territoire-là. Cela étant, bon, les Mèdes sont nos Kurdes, ce que les Gaulois sont nos Français, c'est-à-dire des ancêtres maintenant mythiques. Beaucoup de Kurdes ne sont évidemment pas des descendants des Mèdes, puisqu'il y a eu c'est un carrefour, il y a eu des migrations, des déportations, il y a des Arabes qui ont été kurdisés, des Turcomans qui ont été kurdisés, des Arméniens, des Assyro-Chaldéens qui ont été kurdisés, des Kurdes qui ont été arabisés, turquisés, etc. Donc c'est le mélange. On ne peut pas parler d'autre chose, mais historiquement, ils émergent quand même dès le Xe siècle en tant que Kurdes. Ils créent 3 États, donc l'une a pour capitale la ville de Diyarbakir, qui est maintenant la capitale culturelle du Kurdistan de Turquie. Vous en entendez parler assez régulièrement. Une autre qui était plus à l'est dans ce qui est maintenant le Kurdistan iranien. Et le troisième, dont Saladin est originaire d'ailleurs, c'est la dynastie des Shaddadites qui régnait sur une partie du Caucase. La capitale était la ville de Ganje, qui est maintenant en Azerbaïdjan. Donc, et ces États-là ont duré jusqu'aux invasions turco-mongoles. Mais ça a laissé une empreinte. Par exemple, l'un des fondateurs de la littérature persane, donc avec Firdausi, c'est Nizami. Dans le pavillon de cette princesse, il parle de l'ordre juste dans le monde. Pour qu'il puisse régner, dit-il, on a besoin du glaive kurde. Il a écrit ça au XIIe siècle. Donc, effectivement, au XIIe siècle, avec Saladin, le Kurde avait donné un certain exemple de tolérance vis-à-vis des autres croyances. Et cette tradition-là est très forte dans la société kurde. J'ai cité Saladin non pas pour la gloriole, mais simplement cette tradition de vivre ensemble, de tolérance vis-à-vis des autres croyances, de respect d'autrui, pour résumer, et reste une tradition très forte dans la société kurde.
Je sais qu'il y a quelques mois, quand les gens étaient étonnés de voir que le Kurdistan accueille non seulement les chrétiens, mais également des Arabes sunnites fuyant les offensives de Daesh, alors que ces Arabes sunnites avaient été la base du régime de Saddam Hussein qui a massacré et persécuté les Kurdes. Donc, ça n'est pas la seule tradition kurde, mais c'est une tradition kurde ancienne qui remonte à Saladin et bien avant lui, puisque lui, il n'était que le produit de cette société multiconfessionnelle où dans les villes et les campagnes, y compris dans les villages, il y avait à la fois des chrétiens, des musulmans sunnites ou alawites, plus tard, des yézidis, mais aussi une importante communauté juive qui a vécu jusqu'aux années 50 au Kurdistan et qui parlait l'araméen. Enfin, c'est l'une des rares communautés juives dans le monde donc, qui pratiquait encore l'araméen. Et on a à l'heure actuelle autour de 150 000 juifs du Kurdistan en Israël, dont Isaac Mordechai a été le représentant politique le plus éminent. Il a été ministre de la Défense. Sur le plan donc, historique, je vous disais, après l'époque de Saladin, les Kurdes ont vécu en principauté autonome et ce statut a été confirmé lors du grand partage déjà du Proche-Orient entre l'Iran et l'Empire ottoman. Déjà à l'époque, le clivage c'était entre sunnites et chiites et les Kurdes ont conclu un pacte avec le sultan ottoman Selim en 1514 et l'Iran chiite a été vaincu. D'après ce pacte, les Kurdes ont obtenu une autonomie de leur principauté et ce pacte a duré 3 siècles. Ça a permis 3 siècles de paix, mais aussi de développement interne de littérature, de toute une culture kurde qui est à la base maintenant des identités régionales, puisque dans la mesure où on avait une quinzaine de principautés, chaque principauté avait sa cour, ses princes, etc., ses poètes. Et donc, il y a des identités régionales qui sont développées un peu comme l'Italie et l'Allemagne jusqu'à leur unification. Vous savez, ces pays-là étaient également divisés entre ces royaumes et principautés. Et ce qui fait qu'en Bavière, vous avez une identité qui est différente, évidemment, de celle des Prussiens, ou qu'à Naples, vous avez une autre identité que celle des Vénitiens. Donc ça, c'est un peu l'éclairage historique. Et ce pacte turco-ottoman a été rompu au XIXe siècle par les réformateurs ottomans qui voulaient, à l'exemple de Louis XIV, donc centraliser l'État et puis abroger les privilèges accordés dans des territoires éloignés de l'Empire. Et c'est là qu'il y a le début des guerres pour l'indépendance du Kurdistan. On est au XIXe siècle et ça commence vers 1805. Je rappellerai également que la première histoire générale des Kurdes a été écrite en 1596, donc c'est vraiment une vieille histoire. Et le manuscrit est dans la Bodleian Library d'Oxford. Donc je l'ai regardé avec beaucoup d'émotion. Donc on parle des fastes de la nation kurde au XVIe siècle. Et le premier appel à l'unité du Kurdistan date du XVIIe avec le poète Ahmed Erhani, donc son épopée Memouzine, qui est traduite en français et publiée chez l'Harmattan. D'ailleurs, vous pouvez éventuellement le consulter si vous êtes. Donc, dès le XVIIe siècle, il y a l'appel à la création d'un Kurdistan indépendant. Et comme tout au long du XIXe siècle, il y a ces guerres pour l'indépendance du Kurdistan, lorsqu'il y a la conférence de paix à Paris, donc on vient maintenant au XXe siècle, la revendication d'un État national kurde est présentée à la conférence. Et le président américain Woodrow Wilson, conformément à sa politique des nationalités, sa déclaration de 14 points, estime que pour la paix et la stabilité du Proche-Orient, il doit y avoir, à côté d'une Arabie, un Kurdistan indépendant et une Arménie indépendante. Et il a milité pendant 6 mois à Paris pour faire aboutir ce point de vue, qu'il avait exprimé aussi dans son projet de la charte de la Société des Nations. Mais bon, à l'époque, la France et la Grande-Bretagne avaient d'autres objectifs de partage de la région et le président américain n'a pas pu rester plus de 6 mois à Paris. Dès son départ, les grandes puissances de l'époque ont manœuvré, donc la France et la Grande-Bretagne, de façon
à préserver leurs intérêts coloniaux. Donc voilà, il y a eu le partage que vous savez. Donc une grande partie du Kurdistan a été annexée à la Turquie et en Syrie, donc sur laquelle on va dire un mot. La frontière a été tracée le long du chemin de fer parce que vous savez tous que la France adore pour le tracé des frontières, soit la crête des montagnes, soit le fleuve. Et comme il n'y avait ni fleuve ni montagne, donc on a pris la ligne de chemin de fer. Les villes ont été divisées. Vous avez la ville de Kobané et juste en face la ville de Suruç. Et au milieu de deux, donc il y a le chemin de fer qui passe. Donc ça, c'était le mandat français. En ce qui concerne l'Irak, il y a eu, comme il y avait du pétrole et que la Turquie revendiquait la province kurde, on appelait ça l'Ulayat de Mossoul. La ville de Mossoul elle-même était très bien logée, mais toute la province est à majorité kurde. La Société des Nations a fait une enquête sur place et l'enquête concluait que le 7/8 de la population souhaitait un État kurde indépendant. Mais malgré cela, les Anglais ont dit, sans le pétrole et les richesses agricoles du Kurdistan, l'Irak ne sera pas viable. Et les Anglais avaient besoin aussi de Kurdes sunnites pour équilibrer le poids des populations chiites du Sud. Donc il y avait les considérations économiques et déjà à l'époque, des considérations entre sunnites et chiites parce que la politique britannique dans la région était basée sur le soutien aux sunnites. Et ça n'a pas changé d'ailleurs. Et évidemment, comme chacun de ces États a voulu créer un État-nation avec une langue, une culture, une seule culture, l'identité kurde qui était déjà très forte, donc a commencé à se manifester sous la forme de révoltes. En Turquie, il y en a eu 29, d'après l'ancien président turc Demirel, avec évidemment pour résultat des déportations de population, des massacres, l'interdiction de la langue, y compris sur la forme orale jusqu'à 1991. Donc il y a encore une vingtaine d'années. Et en Irak, ça a abouti évidemment dans les campagnes génocidaires de Saddam Hussein dans les années 80, le gazage de Halabja, la déportation et le massacre de 182 000 Kurdes. Et c'est après la première guerre du Golfe, quand il y a eu une nouvelle attaque contre les Kurdes, il y a eu 2 millions de réfugiés sur les frontières de l'Iran, de l'Irak, que l'opinion publique internationale s'est émue, a obligé le gouvernement à créer une zone de protection dans les régions kurdes. Cette zone de protection était protégée par la France, la Grande-Bretagne et les Américains. Et ça a été l'assiette ou le noyau du Kurdistan autonome irakien que nous connaissons actuellement, donc historiquement. Donc moi je l'ai visité en 91, c'était vraiment des paysages lunaires, c'est-à-dire que non seulement tous les villages avaient été rasés, mais la végétation avait été détruite à l'acide et que les animaux familiers du paysage kurde, des troupeaux, etc., tout avait totalement disparu et les Kurdes étaient internés dans des camps. Il y avait des camps d'internement, donc d'immenses camps construits par Saddam Hussein. En dehors de quelques villes, il ne restait plus rien. Et donc les Kurdes ont dû commencer à construire le pays à partir de là, sans aide internationale autre que celle des ONG, parce que la Turquie s'opposait à ce qu'il y ait une aide aux institutions kurdes, parce que les Kurdes avaient élu un parlement, un gouvernement, et comme il y avait cette objection, il a fallu vraiment survivre et puis construire le pays. Donc voilà d'où on vient, à tel point que pour la première rentrée scolaire au Kurdistan irakien en 1991, nous avons l'Institut kurde avec la fondation de Mme Mitterrand a imprimé 350 000 manuels scolaires en langue kurde qu'on a envoyés par camion entier et l'école était assurée sous les tentes. C'était pour montrer que la vie revenait à la normale. Et on payait les instituteurs, la plupart du temps d'ailleurs des femmes, $4 par mois. Et pendant ce temps, on va revenir tout à l'heure donc à l'Arabie Saoudite et aux pétromonarchies, eux, ils ont commencé à envoyer dans la région des cargaisons entières de Coran et de construire dans chaque village détruit une petite mosquée avec un minaret kitsch et payer un mollah $150 pour commencer à propager leur version de l'islam, c'est-à-dire un islam salafiste, wahhabiste, extrêmement conservateur et misogyne.
Mais l'Arabie saoudite, les pétromonarchies, en cette période-là, d'abord, personne n'avait protesté dans le monde arabe contre le massacre des Kurdes, mais dans cette période de reconstruction, ils n'ont jamais construit une école, jamais construit un dispensaire, jamais un hôpital, mais donc uniquement la propagation de leur version de l'islam. Donc ça a été ça. Donc maintenant, après la guerre de 2003, le Kurdistan, donc la deuxième guerre du Golfe, le Kurdistan, déjà autonome, est devenu une région fédérée reconnue dans la constitution irakienne. Il dispose de son armée, de son parlement. Et dans le parlement, d'ailleurs, il y a donc 36% de femmes, mais il y a aussi des représentants des chrétiens, il y a des représentants des yézidis. Donc c'est un parlement pluraliste, voilà. Et pour le Kurdistan irakien, je ne dirais pas autre chose que malgré tous les problèmes qu'ils ont connus, il y a actuellement quand même une vingtaine d'universités, dont 2 enseignent en anglais. Toute la population est scolarisée. Et je pense que les Kurdes sont fiers que c'est la seule région du Proche-Orient où il n'y a aucun prisonnier d'opinion, aucun prisonnier politique. Et cette région qui est prospère avait des problèmes avec Bagdad parce que malgré la constitution qui prévoit une dotation budgétaire de 17% au prorata des populations, Bagdad trouvait toujours le moyen de réduire à 9-10%, etc. Et puis depuis le mois de janvier, cette dotation n'est plus versée du tout. Et le Kurdistan a été obligé donc de commercialiser son pétrole pour que ça lui rapporte un peu d'argent, mais ça reste évidemment très très insuffisant. Alors que les Kurdes n'avaient aucune ambition sur aucun territoire qui n'est pas kurde, même sur les territoires dits disputés, c'est-à-dire ceux qui normalement sont peuplés d'une majorité de Kurdes, les Kurdes prévoyaient un référendum pour que les populations décident elles-mêmes si elles veulent rejoindre le Kurdistan fédéré ou si elles veulent être gouvernées par Bagdad. Mais Bagdad n'a pas appliqué ces dispositions pourtant constitutionnelles. Et les Kurdes étaient toujours pour un règlement par le dialogue. Là-dessus est arrivé donc les événements de Mossoul, alors que les Kurdes n'avaient de visée agressive contre personne. Les djihadistes ont déclenché leur offensive contre les Kurdes donc au mois d'août. Sur la genèse de ces événements-là, et là on entre dans le cœur de l'actualité, et je terminerai là-dessus, puisque pour le reste, il y a des questions, donc à la faveur des questions, on répondra. Les djihadistes préparaient une attaque contre Mossoul pour libérer leurs camarades emprisonnés dans la prison de Mossoul. Fin mai, l'un de leurs chefs avait été arrêté par la police et il avait dit effectivement, il avait avoué que ils voulaient libérer leurs camarades, c'est pour ça qu'ils avaient monté une petite offensive. L'alerte a été donnée à Bagdad. Le premier ministre irakien a dit on a les forces qu'il faut, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et le 6 juin, en fait, c'est quelques centaines de djihadistes à bord des pick-up qui débarquent de Syrie, qui est leur base arrière, et vers Mossoul. Le gouvernement du Kurdistan alerte Bagdad en disant ça peut être dangereux, est-ce qu'on envoie des peshmergas? Et le premier ministre irakien a dit ne vous inquiétez pas, occupez-vous du Kurdistan, en gros occupez-vous de vos oignons, nous on a ce qu'il faut sur place. Et effectivement, sur le papier, il y avait 4 divisions irakiennes, plus de 70 000 soldats. Les djihadistes, quand ils sont entrés dans Mossoul, ils n'étaient même pas 2000. Mais le commandement irakien était assuré par des généraux chiites nommés directement par Maliki et répondant directement à Maliki, mais pas sur la base de la compétence. Une partie des soldats, une grande partie sont des chiites, mais comme il y avait un contentieux très lourd entre sunnites et chiites qui s'est aggravé au cours des dernières années parce que les sunnites voulaient également créer une région autonome à l'image du Kurdistan et le gouvernement de Bagdad a envoyé des troupes réprimer ces mouvements qui étaient auparavant pacifiques. Il faut dire qu'en 2008-2009, l'Irak était devenu un pays à peu près stabilisé grâce à ces milices tribales arabes qui ont été armées pour combattre Al-Qaïda. Al-Qaïda a été vaincu et vraiment marginalisé.
Mais après le départ des Américains à Bagdad, la tournure a été différente. Les chiites au pouvoir, en particulier le premier ministre Maliki, étaient très méfiants vis-à-vis des sunnites de leur retour au pouvoir. Donc on a coupé les vivres aussi à ces milices tribales qui assuraient la paix dans la région. Et comme la revendication d'autonomie a été réprimée aussi, donc le gouvernement de Bagdad a été détesté. C'est pour ça que quand les djihadistes sont arrivés à Mossoul, les soldats sunnites ont basculé du côté des djihadistes et les chefs de tribus ou les populations ont quasiment accueilli en libérateur. Donc voilà, les djihadistes. Et il y a eu une débandade assez rapide des généraux chiites qui se sont réfugiés au Kurdistan. Et puis de là, ils sont partis à Bagdad. Donc ces gens-là ont laissé armes et équipements, et c'est là l'élément important, aux djihadistes, à savoir 3000 Humvee blindés, une cinquantaine de chars, et puis beaucoup de pièces d'artillerie, de munitions, etc. Et même dans la hâte de la débâcle, ils ont laissé dans la banque centrale de Mossoul quelque chose comme 450 millions de dollars. Donc les djihadistes arrivent à Mossoul, ils ont l'argent, ils ont les armes, et puis il y a un potentiel énorme des anciens soldats de Saddam Hussein, des officiers de la garde républicaine, parce que dans tous ces pays-là, vous avez une armée, mais en fait, vous avez la garde prétorienne qui est vraiment inefficace. L'armée, c'est l'armée des conscrits, donc elle peut varier selon les circonstances. Et donc, ils ont pu recruter très rapidement ces officiers de Saddam Hussein et puis certains guerriers tribaux. Et rapidement, donc la montée en puissance s'est traduite de 2000, ils sont devenus 15 000, 20 000. On pense actuellement, ils sont entre 30 et 40 000 combattants, armés, bien équipés. Et donc, ça a changé complètement la donne. Et ils ont pu effectivement s'emparer quasiment de l'ensemble des provinces sunnites en Irak. Il reste ça et là quelques villes, comme la ville de Ramadi qui leur échappe encore, mais pour le reste, ils sont au contrôle. Et les Kurdes ont voulu remplir le vide laissé par le départ de l'armée irakienne à Kirkuk et dans les autres localités. Et donc les Kurdes ont également occupé les territoires qui n'étaient pas auparavant dans la région du Kurdistan autonome, mais qui sont des territoires peuplés d'une forte majorité de Kurdes pour assurer la sécurité et empêcher les djihadistes d'entrer dans la région. Donc on s'est retrouvé à la mi-juin avec cette situation où la superficie du Kurdistan autonome a quasiment doublé. On est passé de 40 000 km² à 74 000 km², soit à peu près 2 fois la Suisse. L'armée des Peshmerga a dû s'étendre sur tout ce territoire pour le défendre, mais enfin une armée qui n'avait pas les armements nécessaires, c'est-à-dire les armes lourdes pour maintenant faire face aux djihadistes, et surtout un gouvernement qui n'avait pas les moyens financiers puisqu'on avait supprimé sa dotation budgétaire. Alors, au résultat, le Kurdistan a eu et a actuellement 1050 km de frontières avec des djihadistes et 15 km de frontières avec le gouvernement de Bagdad, que d'ailleurs le Kurde appelle ironiquement le gouvernement régional de Bagdad. Il y a 15 km de frontières. C'est un gouvernement chiite, malgré voilà, la constitution récente où on a inclus les sunnites et quelques ministres kurdes, mais fondamentalement, malheureusement, ça n'a pas encore donné véritablement la preuve que ça avait changé. Donc voilà où on en est. C'est dans ce tableau-là qu'au mois d'août dernier, il y a eu l'attaque contre la ville kurde yézidi de Sinjar, qui est à l'extrémité occidentale du Kurdistan. Et moi, je suis allé à 3 reprises. À chaque fois, il fallait passer par Mossoul. Donc, c'est vraiment les moyens de communication sont compliqués pour cette ville-là. Et il faut dire que le Peshmerga, le combattant kurde, ne s'attendait pas à une attaque de cette envergure. Et avec ces armements-là, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu des Humvee américains. Il y en a un qui a encore été la cause d'un attentat récemment, il y a une dizaine de jours. Quand le véhicule avance, c'est des véhicules blindés très puissants,
Alors, il y a dans le dernier attentat une centaine de peshmerga, donc les attaques avec ce qu'ils appellent les RPG, ces rocket propelled grenades de lance-grenades avec des kalachnikovs, etc. Ça leur fait ni froid ni chaud. Il faut vraiment des armes spéciales maintenant qu'ils commencent à recevoir, donc comme des missiles Milan, des choses qui puissent percer le blindage. Donc c'est ça qui a modifié le rapport de force. Auparavant, aussi bien en Syrie qu'au Kurdistan d'Irak, quand il y avait des affrontements, les djihadistes n'étaient jamais vainqueurs parce que c'était toujours avec des armes légères. Et même les Kurdes de Syrie ont pu, à plusieurs fois, infliger des défaites aux djihadistes au cours de 3 dernières années. Mais là, le rapport de force a considérablement changé à cause de l'armement, de la qualité de l'armement. Et donc, d'où les reculs de mois d'août. Et une fois qu'il y a eu la communauté internationale, la France, les États-Unis ont commencé à venir en aide aux Kurdes en leur fournissant des armes. Maintenant, à l'exception de cette ville de Sinjar, l'ensemble du Kurdistan est repris par les forces kurdes et contrôlé le Kurdistan irakien. Concernant maintenant la Syrie, et donc Kobané dont vous avez suivi les événements, aujourd'hui c'est le 51e jour de la résistance des Kurdes dans cette ville. Depuis 2011, la guerre civile syrienne, donc l'armée d'Assad a décidé de se consacrée sur ce qu'elle appelle la Syrie utile, la région de Damas, les régions alaouites autour de Alep, etc. Et les autres zones ont été, non pas abandonnées, mais enfin les forces ont été retirées. Et donc c'est pour remplir ce vide que les milices kurdes d'autodéfense ou les milices citoyennes ont occupé les 3 cantons. Il n'y a pas de continuité territoriale entre les cantons. Et ont commencé à mettre en place une administration autonome qui gérait les affaires plus ou moins bien, étant donné le contexte de la guerre, des pénuries et tout ça. Et puis, il y a cette attaque de Daesh le 15 septembre, sur les raisons desquelles, évidemment, on peut revenir, mais les Kurdes sont convaincus que c'est la Turquie qui a manipulé le Daesh pour nettoyer ces zones autonomes kurdes syriens et y instaurer en fait un régime islamiste. Non pas que la Turquie est idéologiquement pour la version islamiste de Daesh, mais la Turquie est surtout très allergique à l'émergence des zones autonomes kurdes parce qu'il y a déjà un Kurdistan quasi indépendant. Et s'il y avait en plus une autonomie kurde en Syrie, les Kurdes de Turquie ne pourraient pas réclamer moins qu'une autonomie régionale. Et ce que la Turquie refuse toujours malgré un processus de paix en cours depuis maintenant 2 ans. Donc c'est la raison pour laquelle non seulement la Turquie n'a pas aidé évidemment la résistance kurde en Syrie, mais elle a massé des troupes juste en face de Kobané alors que le reste de la frontière turque avec la Syrie est extrêmement poreux. C'est par là que sont passés les milliers de djihadistes occidentaux, c'est par là qu'ils passent actuellement encore 1 millier de personnes venant des pays occidentaux pour aller rejoindre le djihad. Les armes transitent par là. Le pétrole extrait par les djihadistes est vendu clandestinement vers la Turquie. Par contre, la frontière en face de Kobané, de la ville de Kobané, est surveillée jour et nuit pour empêcher le passage des Kurdes. Et l'objectif des djihadistes, donc, si Kobané est tombé, c'est de s'en prendre ensuite aux deux autres enclaves, notamment l'enclave d'Afrin qui est au nord de Alep. Alors, vous avez tous entendu parler du savon d'Alep, de l'huile d'olive d'Alep. Ça vient de cette région kurde, donc, qui est au nord de Alep. C'est une région prospère où il y a 1 200 000 habitants à l'heure actuelle, y compris les déplacés. Et c'est la prochaine cible des djihadistes. L'autre cible étant ce que les Français appelaient à l'époque du mandat le bec de canard, c'est-à-dire cette région frontalière autour de la ville de Kamishliye, frontalière de l'Irak et de la Turquie, enfin du Kurdistan d'Irak et du Kurdistan de Turquie, serait la cible suivante. C'est pour ça que les Kurdes résistent. Il faut absolument symboliquement vaincre les djihadistes et leur faire passer envie de s'en prendre à une autre localité kurde. Symboliquement, pour les alliés également, c'est important pour briser
l'élan des djihadistes parce qu'ils ont maintenant l'aura d'une organisation invincible. Et ce qui leur attire beaucoup de candidats djihadistes à travers le monde. S'ils sont vaincus à Kobané, je pense qu'on peut renverser la tendance. Donc important pour les Kurdes, important pour les alliés, mais très important aussi pour Kobané, pour les djihadistes qui veulent, et ils mettent le prix. Jusqu'à maintenant, il y a eu 1 million de morts. Et ils veulent absolument montrer qu'ils sont capables de remporter contre tout le monde. Et comme d'une manière assez invraisemblable, maintenant on parle d'une coalition de 60 pays, alors que c'est une coalition sur le papier. Et eux, ils disent, nous sommes capables de nous battre contre 60 coalisés, voilà, le pays de la coalition internationale. Alors que concrètement, dans cette coalition, bon, vous savez tous, à part les Américains, donc leur frappe, les Anglais font de la surveillance aérienne en Syrie, mais ne participent pas aux frappes. L'Arabie saoudite, qui a aidé et financé Daesh et les autres mouvements djihadistes, envoie de temps en temps un avion larguer quelques bombes. Maintenant, c'est leur service après-vente. Et la France, militairement, donc son aide militaire a été importante pour les Kurdes, les armes et munitions données. Mais sinon, la participation aérienne, jusqu'à maintenant, il y a eu 3 frappes. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les frappes? On va détruire quelques bâtiments. Les Américains sont dans une situation extrêmement cocasse. Ils passent le plus clair de leur temps et de leurs ressources maintenant à détruire le matériel qu'ils avaient donné à l'armée irakienne. Ils avaient dépensé 30 milliards de dollars pour l'armée irakienne et une partie de ce matériel est tombée dans les mains des djihadistes. Et maintenant, chaque fois qu'on bombarde, c'est pour détruire 2 tanks, 3 Humvee, tel ou tel bâtiment. Donc voilà où on en est. Je pense que les Kurdes vont résister et Kobané ne tombera pas. Et depuis hier, avant-hier, donc le rapport de force a vraiment changé dans la mesure où il y a un contingent de Peshmerga kurdes irakiennes avec des armes lourdes qui ont pu rejoindre les résistants de Kobané. Mais ça sera une victoire, non pas à la Pyrrhus, symboliquement c'est quand même important, mais une région vidée de sa population, puisqu'il y a plus de 200 000 habitants qui ont dû émigrer vers la Turquie, et une ville en grande partie détruite. Mais voilà, c'est malheureusement, donc, c'est comme ça. Les Kurdes ne voulaient pas se mêler de ce querelle entre sunnites et chiites, mais quand il y a, c'est le proverbe kurde, quand il y a un incendie dans la maison de voisin, on ne peut pas rester indifférent parce qu'on est au moins incommodé par la fumée, dit-on. Merci beaucoup. Vous avez réussi à faire une synthèse à travers les siècles en 30 minutes. Bravo. Maintenant, c'est à nos amis de vous relancer, de vous interroger. Je ne sais pas qui veut la parole. La première question, c'est toujours difficile. Donc, disons qu'il faut poser la seconde maintenant. La deuxième, plutôt, d'ailleurs. Oui, je vous en prie. Non? Oui. Vous allez prendre le micro comme ça. Je vous en prie. Bonjour. Qu'est-ce qui reste de marxiste dans l'organisation des partis kurdes? Historiquement, le PKK, on parlait de parti marxiste. On voit des femmes combattantes comme dans l'armée du Vietnam. Enfin, d'où vient cet héritage? Est-ce qu'il se perpétue? Alors, la présence des femmes n'est pas due au marxisme. Vous avez tous entendu parler évidemment de la guerre de Crimée. Déjà dans la guerre de Crimée, les Occidentaux étaient étonnés de trouver une brigade de femmes kurdes. D'ailleurs, dans le petit illustré de l'époque, on parle des Amazones kurdes qui participaient à la guerre de Crimée. Elles ont de tout temps participé. On est une société un peu particulière. Hein. C'est pour ça que les djihadistes considèrent qu'on n'est pas vraiment des vrais musulmans. Et il y a un proverbe turc qui dit par rapport aux mécréants, le kurde aussi est un musulman, parce que la femme a joué un rôle important à travers la société kurde et jusqu'aux dernières décennies où le conservatisme islamique, les confréries dans les villes ont essayé de renverser cette tendance. Mais de tout temps,
on a une participation forte des femmes dans tout le domaine de la vie, donc en dehors de la guerre de Crimée. Les Anglais, quand ils débarquent en Mésopotamie, ils sont étonnés de voir une principauté dirigée par une femme. Donc il y avait la capitale Halabja, la ville qui est devenue célèbre ensuite pour l'histoire du gazage. Et c'était Adela Khan, ils l'ont appelée la princesse des braves, Fran Bahadur, parce que voir des milliers de guerriers farouches obéir aux ordres d'une femme, ça leur paraissait invraisemblable en terre d'islam. Et plus récemment, dans la résistance des Kurdes d'Irak, la Jeanne d'Arc du Kurdistan était une chrétienne. Donc c'est vraiment même pas une question de religion ou de sexe. Donc c'est une certaine Margaret George qui était le symbole de la résistance kurde, et ses posters étaient plus nombreux dans les chambres des adolescents kurdes que ceux de Marilyn Monroe, de Che Guevara. Et alors le Parti des travailleurs du Kurdistan a revitalisé cette tradition, la société qui était prégnante dans la société, en fixant maintenant quasiment des quotas, c'est-à-dire que si vous prenez les récentes élections municipales en Turquie, 107 municipalités ont été gagnées par le parti pro-kurde, la mouvance autonomiste kurde. La majorité des maires sont des femmes. Et là où, y compris la capitale du Kurdistan, la grande ville Diyarbakir. Donc, on a eu en même temps, à Paris, on a eu pour la première fois une femme élue maire, mais à Diyarbakir également, pratiquement en même temps. C'est une ville d'1,5 million d'habitants. Et même dans d'autres villes, les hommes, les maires sont secondés par une co-maire. Donc, c'est pas une co-maire. Donc, c'est... voilà. Et dans la ville de Mardin, par exemple, qui est à la frontière, c'est une chrétienne, donc, qui est une jeune chrétienne de 25-26 ans, qui participe. Et donc là, effectivement, il y a une politique volontariste. Alors, s'il y a quelque part un aspect marxiste, c'est peut-être dans ce côté volontariste, alors que chez les Kurdes d'Irak, ce n'est pas le volontarisme, c'est l'évolution de la société, les revendications des mouvements des femmes, le progrès de l'éducation aussi, qui font que non seulement ils ont imposé un pourcentage, un quota dans la constitution irakienne pour la présence des femmes dans le Parlement irakien, mais au Parlement du Kurdistan, donc il y a 36% de femmes. Maintenant, le marxisme-léninisme, vous savez, c'est un peu comme dans toutes les idéologies. Quand des gens vont chez les Alevis kurdes en Turquie, qui vont faire leur cérémonie avec des danses mixtes hommes et femmes, en buvant du raki et en écoutant le saz, écoutant de la musique, ils disent mais qu'est-ce qu'il reste islamique chez ces gens-là, parce qu'ils boivent de l'arak, du raki, hommes et femmes dansent ensemble. Est-ce qu'on est dans une société musulmane? Donc le marxisme du PKK au départ, évidemment, c'était un avatar des mouvements de jeunesse en Turquie dans les années 70-80. Comme c'est un pays qui était dominé par les Américaines et les Américaines dans le cadre de la guerre froide, fermer les yeux sur la répression contre les Kurdes et soutenir le mouvement en place. La réaction, évidemment, c'était des mouvements marxistes, parfois guévaristes, parfois maoïstes. Et donc, ce discours a été maintenu dans une certaine mesure. On parle même d'une révolution pour l'ensemble du Proche-Orient, etc. Mais dans la pratique, d'ailleurs, vous citiez les Vietnamiens, c'est un mouvement nationaliste qui avait un vernis idéologique. Donc, pour mobiliser les populations et bénéficier de la mobilisation internationale. Et dans le cas du PKK ou de sa branche syrienne, l'unité démocratique du peuple, il reste encore un vocabulaire. Il reste certaines valeurs, évidemment, comme égalité homme-femme, mais ces valeurs-là ont une longue tradition dans la société kurde. Mais sinon, évidemment, comme il n'y a plus de pôle révolutionnaire dans le monde auquel se référer, donc ils ne sont ni pro-Moscou, ni pro-Pékin, ni pro... Voilà.
Mais ils en étaient quand même, ça a été un apport par rapport à, tout à l'heure je vous parlais de la tradition de Saladin, les mouvements de Barzani, au Kurdistan iranien, le mouvement de Gassemlou, de son prédécesseur qui a créé la République kurde de Mahabad en 1946, se prévalait toujours de cette tradition-là. Et Gassemlou, qui était polyglotte, chaque fois qu'il venait à Paris, il disait « Nous sommes fiers que malgré tous les malheurs qui s'abattent pour le peuple kurde, nous avons toujours exclu le terrorisme aveugle. Parce que pour nous, la fin ne justifie jamais les moyens. Ce sont les moyens qui déterminent aussi la fin. Et sur le long terme, on arrivera à avoir une adhésion plus importante de l'opinion publique internationale que les actions court terme qui mobilisent les médias à un moment donné parce qu'on a détourné un avion ou on a posé une bombe quelque part contre tel ou tel objectif. Donc cette tradition-là est vivace dans la société kurde et actuellement donc, les Barzani s'en prévalent également. Mais vous avez aussi l'autre tradition qui était cette tradition donc révolutionnaire, la logomachie révolutionnaire du Proche-Orient, voilà, incarnée par le parti Baas, mais le mouvement palestinien, certains d'entre eux, etc. Et le PKK était aussi dans cette mouvance et en a gardé un certain nombre de traces et de traditions. Puisqu'on parle du PKK, j'aimerais bien vous demander, vous avez parlé un peu de la Turquie, je trouve qu'il y a beaucoup de points d'interrogation sur la politique d'Erdogan actuellement. Parce qu'après tout, le Daesh, c'est quand même un danger à terme, aussi pour l'AKP, dont la version de l'islam n'a quand même rien à voir avec celle de Daesh. D'autre part, la crainte de répercussions, dont je parlais moi-même d'ailleurs, de la situation sur le statut du PKK et du Kurdistan turc. En même temps, je veux dire, il y a un processus de paix qui est engagé depuis plus de 2 ans maintenant. Il n'y a pas eu, sauf dans la toute dernière période, d'affrontements majeurs ou de bombardements majeurs. Donc, pourquoi cette obstination, visiblement, qui en plus crée des difficultés avec les Américains. Les Américains sont occupés à faire pression sur le gouvernement turc. Bref, il y a quand même quelque chose dans tout ça qui est un peu... On a l'impression que c'est une affaire d'apparence plus que de réalité, quoi. À vrai dire, donc en bonne logique, j'ai du mal aussi à comprendre cette politique parce qu'il y a une guerre de 30 ans en Turquie, donc la guerre du PKK, qui a commencé d'ailleurs à une époque où il y avait eu un coup d'État militaire terrible. Et le coup d'État avait abouti, d'après les données officielles, à l'arrestation de 650 000 personnes. On n'est plus dans le petit artisanat d'arrêter quelques dizaines de personnes, de torturer, et sur lesquels 140 000 ont été condamnés. Et rien que dans la prison de Diyarbakir, sous la torture, il y a eu plus de 120 morts. Et les gens se sont dit, on ne va pas se laisser tous tuer dans des salles de torture. Donc certains ont pris le maquis. Et c'est comme ça que ce mouvement avait commencé. Donc 84, on est en 2014, donc 30 ans. Et en 30 ans, la Turquie a dépensé plus de 300 milliards de dollars dans la guerre. La région du Kurdistan a été dévastée. D'après les statistiques officielles, plus de 3400 villages kurdes ont été évacués et détruits et 2 millions de personnes ont été déplacées vers l'ouest du pays. Donc le coût humain est énorme, le coût matériel est énorme, le coût en termes de développement du pays également, puisque le Kurdistan était la zone d'élevage et un peu le grenier à blé aussi de la Turquie. Et cette économie agro-pastorale a été en grande partie détruite. Le processus de paix, donc les gens y ont mis beaucoup d'espoir. Je dois dire que nous avons commencé ce processus avec la Norvège, l'Institut kurde de la Norvège en 1995. Les points de vue étaient tellement divergents, tellement éloignés les uns et les autres, qu'à l'époque, la Turquie a refusé d'envoyer qui que ce soit officiellement. Et il y a des intellectuels qui sont venus et quelques parlementaires. Un séminaire de 2 jours. Mais il faut toujours persévérer.
En 2008, on avait lancé dans la presse internationale un appel signé de 1000 personnalités kurdes représentatives de l'ensemble de la société, y compris des maires, des députés et des gens proches du PKK. C'était simplement pour contrecarrer la propagande turque qui disait il n'y a pas de question kurde en Turquie, il y a une question du PKK, et le PKK c'est une organisation terroriste. Donc on a une question de lutte contre le terrorisme, un mouvement terroriste qui veut diviser les frontières de la Turquie. Et là, notre appel, c'était pour un règlement à l'intérieur des frontières de la Turquie. C'est même pas une autonomie régionale, c'est la reconnaissance de la langue, l'enseignement en langue kurde pour que cette langue plus que millénaire puisse être transmise aux générations suivantes, une certaine décentralisation, une amnistie générale et la reconstruction des zones détruites. Ça a été la plateforme de processus de paix du côté du PKK. Et le gouvernement a mis du temps entre 2008 et puis ils ont commencé en 2010, 2011, progressivement. Et puis le gouvernement régional du Kurdistan aussi a beaucoup contribué à ce processus-là. Et maintenant, depuis 2 ans, il y a une paix. Les populations kurdes et turques en profitent. Et on pensait que Erdogan agirait d'une manière beaucoup plus avisée, plus intelligente. Dans un débat récent sur un plateau de télé, un général français à la retraite me disait si j'étais à sa place, j'aurais laissé ouverte la frontière pour que tous les maquisards kurdes de Turquie aillent au casse-pipe. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. On dit on est l'ami des Kurdes. Et en même temps, donc, se débarrasser de ces maquisards, il y en a 2 ou 3 000 dans les montagnes du Kurdistan de Turquie à l'heure actuelle. Et Erdogan a fait un autre choix. C'est là qu'on se demande, alors, soit qu'il y ait un pacte signé ou convenu entre le Daesh et le gouvernement turc au moment de la prise d'otage du personnel du consulat turc à Mossoul, 49 personnes. Et là encore, c'est assez bizarre comme histoire parce que le gouvernement du Kurdistan a proposé d'évacuer ce personnel-là et Erdogan a dit non, on n'en a pas besoin. On laisse entendre qu'ils sont tellement en bon terme avec le Daesh que rien n'arrivera à leur personnel. Alors soit que Daesh était passé à l'action avec le feu vert ou le feu jaune de la Turquie, mais on est quand on est à table avec des loups, donc chacun prend ses précautions. Ils ont pris les gens du consulat comme garantie pour que la Turquie reste fidèle à ses engagements. Et même pendant cette affaire d'otage, ce qui est assez étonnant, vu les autres affaires d'otage, le consul turc, pendant 100 jours, avec son téléphone portable, il lui parlait quotidiennement avec le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est vraiment une affaire très, très obscure, très louche. Certains commentateurs turcs disent aussi qu'il y a la tombe de l'ancêtre des Ottomans qui est en territoire syrien et qui est dans une zone proche de zone de domination de Daesh. Et que si la Turquie attaque ouvertement le Daesh, eux, ils peuvent prendre cette tombe. Et donc, ça provoquerait une guerre entre la Turquie et le Daesh. Mais je pense que fondamentalement, ça n'est pas une attitude rationnelle. Monsieur Erdogan a un comportement un peu phobique et il a la phobie de tout ce qui est autonomie kurde. Pour lui, on est des musulmans, il a fait des efforts, la langue kurde n'est plus interdite. Il y a une chaîne de télévision diffusant le message islamique. Donc l'Iran en avait depuis longtemps, y compris à l'époque du Shah, des radios, des télés, diffusant le message gouvernemental. Saddam Hussein diffusait aussi en langue kurde ces messages. Mais en tout cas, il y a une chaîne de télévision en langue kurde. Et certaines universités ont maintenant des départements de kurdes et Erdogan estime que c'est largement suffisant pour les 20 millions kurdes de Turquie, parce que nous sommes tous des musulmans après tout, alors que pour les 200 000 Turcs chypriotes, il demande un système confédéral. Alors, mais officiellement, les Kurdes, ils jurent tout le temps, les Kurdes sont nos frères de cœur, de sang, de tout ce que vous voulez. Mais quand il y a les Turcs chypriotes, donc on envahit l'île et on demande une confédération. Quand il y a les Kurdes syriens qui sont massacrés, on ne fait rien pour les aider.
Et pour les Kurdes de Turquie, quand on demande une autonomie régionale, par exemple, ça commence à devenir... pour lui, ça veut dire qu'on est les instruments de puissance impérialiste. Il l'a dit avant-hier encore. Donc, c'est l'impérialisme qui est en train de jouer sur ces mouvements-là pour diviser la Turquie et ses ambitions régionales. Donc, vous parliez tout à l'heure du vocabulaire marxiste-léniniste, ça déteint aussi sur les islamistes, vous voyez, maintenant. Auparavant, on parlait du Satan, maintenant la puissance satanique, c'est l'impérialisme, on ne sait pas lequel d'ailleurs. Vieux discours. Voilà. D'autres questions? René? Merci. On lit assez souvent dans les journaux que le mouvement nationaliste kurde de Syrie est une sorte de branche du PKK. Est-ce que c'est vrai? Et si ça n'est pas vrai, comment expliquez-vous que ça soit devenu une réalité journalistique? Écoutez, oui, c'est vrai. Donc, c'est une branche. Enfin, en tout cas, idéologiquement, ils en sont proches. Et les milices ont été formées par le PKK. Si vous voulez, tout à l'heure, on parlait de la division du Kurdistan. Mais au-delà des frontières, vous avez aussi deux mouvements qui sont structurants. Il y a le PDK de Massoud Barzani, président du Kurdistan, qui a des alliances ou des branches, ou en tout cas des partis qui sont proches de sa mouvance, aussi bien en Syrie qu'en Iran. Et en Turquie également, il y a une certaine influence. Et le PKK, à son tour, a une branche au Kurdistan iranien et une branche au Kurdistan de Syrie. Cela étant, les gens qui défendent la ville de Kobané ne sont pas tous des gens qui sont dans cette mouvance-là. C'est une milice citoyenne qui regroupe les gens qui veulent défendre leur ville, leur terre, leur dignité, leur honneur. Et en particulier, la forte présence des femmes indique qu'elles ne veulent plus de ce statut imposé par les djihadistes, des femmes esclaves, des femmes renvoyées au foyer et des femmes esclaves vendues sur le marché. Donc il y a un marché maintenant pour les femmes chrétiennes et yézidis qui ont été capturées dans la province de Mossoul. Mais la situation actuelle dans ces cantons kurdes est provisoire parce que les autres mouvements kurdes étaient majoritaires dans la population. Mais il y a une alliance conclue entre tous ces mouvements-là et la présence de l'Union démocratique du peuple a été considérée comme un pis-aller pour ne pas provoquer les bombardements de Damas parce que le PKK avait eu dans les années 90, le PKK était basé en Syrie et entre laisser la gouvernance de ces cantons au PKK ou aux islamistes, évidemment, Damas préférait que ce soit le PKK, puisque le PKK n'a pas d'ambition pour le renverser le régime à Damas. Donc voilà, on est dans l'Orient compliqué. Est-ce que je peux vous demander de préciser la nature de ces courants qui traversent le peuple kurde, où qu'il soit? Est-ce que ce sont des courants idéologiques? Est-ce que ce sont est-ce qu'il y a une base clanique? De quoi s'agit-il exactement? Écoutez, ça fait très longtemps que le Kurdistan n'a plus une société tribale, en particulier le Kurdistan de Turquie ou le Kurdistan d'Iran. Le Kurdistan irakien, ça subsiste encore, mais leur base économique a été détruite. Le Kurdistan irakien, d'ailleurs, est un musée d'ethnographie, puisque vous y avez encore des Mazdéens, des Sabéens, des communautés chrétiennes qui parlent encore l'araméen. Je parlais de la présence des Juifs jusqu'aux années 50. Donc, dans ce cadre-là, qu'il y a aussi la survivance, même s'il n'y a plus la base économique, de solidarité clanique, c'est évident. Mais aucun mouvement kurde n'est basé sur des clans. On parle souvent du PDK de Massoud Barzani comme un mouvement clanique. Les Barzani ne sont même pas un clan. C'est une région et c'était au départ une confrérie religieuse.
soufis, vous avez entendu parler de confrérie soufis, donc la confrérie des Naqshbandis, qui était tellement particulière que c'est une confrérie qui interdit, par exemple, la chasse, qui interdit qu'on abatte des arbres et qui interdisait qu'on maltraite les minorités chrétiennes, juives, etc., parce que ce sont les plus vulnérables. Et en même temps, il déconseillait le pèlerinage à la Mecque en disant si vous voulez faire du bien, faites-le dans votre voisinage immédiat. Il déconseillait la pratique publique de la prière musulmane en disant c'est entre vous et le bon Dieu, et ce qui a fait que par les docteurs de la foi orthodoxe, ils ont été qualifiés d'hérétiques. Et donc le fondateur de cette famille de Barzani, Cheikh Abdou Salam, a été pendu par les Turcs en 1903. Donc pour hérésie, déjà à l'époque pour hérésie. Et leur maître spirituel, qui était Cheikh Ahmed, que j'ai connu jusqu'à la fin de ses jours, il n'a jamais touché l'argent. Il pensait que l'argent salissait toutes les relations humaines. Donc c'est un peu, on est dans ce genre de situation où, alors évidemment ils ont une aura dans la région parce que les gens disent, bon, même le président actuel pour construire sa maison dans le village a dû négocier pendant 1 an qu'on lui concède un territoire parce que c'est des biens communs. C'est une forme. Est-ce que c'est du communisme primitif? Est-ce que c'est des traditions anciennes? Et ce qui fait qu'ils ont effectivement dans cette vallée une aura et les guerriers vont se battre avec leur chef. Et effectivement, ils se battent avec le chef. En 2003, l'un des frères de Barzani a été grièvement blessé. Il est toujours paralysé. Ce n'est pas des gens qui vont envoyer les autres fronts et rester derrière. Donc il n'y a pas de base clanique. Et d'ailleurs, si vous voyez aussi l'annuaire téléphonique d'Israël, vous avez un bon petit millier de Barzani, c'est-à-dire ce n'est pas les gens de la famille de Barzani, les gens qui proviennent de cette province, comme on dirait quelqu'un qui les Mâconnais ou qui les, que sais-je, Toulousain. Mais comme on veut aller vite en besogne, donc surtout pour les gens qui sont assez pressés, donc ils vont dire effectivement, c'est la base clanique ou tribale. D'abord, il n'y a aucune tribu kurde qui a une présence sur tout le territoire ou les 3 parties du Kurde. Mais c'est un parti démocrate, économiquement, donc pour l'économie de marché, voilà, et socialement conservateur dans le contexte régional, puisqu'on est une région conservée. Je vous ai dit que c'était un musée. Le deuxième parti du Kurdistan, donc l'Union patriotique du Kurdistan, était plus d'inspiration au départ guévariste, ensuite maoïste, ce qui fait que lorsque Talabani a été élu président de l'Irak, il est allé en Chine. C'était une fois en tant que jeune révolutionnaire, il y avait été. Les Chinois se souvenaient de son passé maoïste. Il a récité quelques-uns des slogans de l'époque, ce genre de choses. Et la Chine a effacé la dette de l'Irak, soi-disant, parce que maintenant l'Irak a un président ami, etc. Donc ça, c'est des éléments, cette fois-ci, un parti qui s'adresse à un électorat plus urbain, plus moderniste. Si vous allez dans la ville de Sulemanié, c'est comme si vous étiez quelque part au Portugal. Donc c'est les garçons, les filles main dans la main ou la cafétéria. Il y avait en 2005 une conférence et parmi les conférenciers, l'un voulait se renseigner sur les droits des gays au Kurdistan. Je lui ai conseillé d'aller dans la ville de Sulemanié. Il est allé, il y a les cafés, les bars. Il était vraiment ravi qu'en terre islam, il puisse exister aussi ce genre de choses. Donc et au Kurdistan de Turquie, il n'y a aucun parti qui a une base tribale ou clanique. Donc c'est vraiment des orientations politiques. Donc vous avez le PKK qui était au départ un mouvement de tradition communiste, marxiste-léniniste, et le PDK qui est la vieille tradition démocrate, mouvement de libération nationale. On regroupe tout le monde, y compris les chefs de tribu. Voilà. Et effectivement, quand il y a le chef... Parce que c'est la recherche du consensus.
et sans consensus. C'est la raison pour laquelle, après la création de la région autonome également, il y a eu une amnistie générale. Pourtant, il y avait beaucoup de gens qui avaient collaboré avec le régime, mais il y a eu une amnistie régionale excluant quelques dizaines de personnages impliqués dans des massacres de populations civiles. Sinon, il disait, ces gens-là peuvent être utilisés à nouveau par le régime et les ennemis du peuple kurde. Donc vous avez deux visions politiques, et c'est pour ça qu'il y a toute une série de mouvements. Au Kurdistan, il y a une douzaine de mouvements politiques, mais les 2-3 principaux sont ceux-là. Oui. Attendez, juste un moment. Voilà. Ce que vous venez de dire me fait penser à ce grand vainqueur kurde des élections en Turquie, qui a, je crois, obtenu 12 à 13% de vote, si ma mémoire est bonne. Et alors là, c'est BDP ou... Oui, c'est le Parti de la démocratie. C'est une mouvance. C'est le Parti de la paix et de la démocratie. Donc, il y a évidemment les gens qui sont proches du PKK, mais il y a aussi tous les autres qui sont pour la reconnaissance de l'identité et des droits du peuple kurde. Et le représentant a obtenu un peu moins de 10% aux dernières élections. L'électorat kurde est beaucoup plus important, mais il y a beaucoup de Kurdes qui ont voté Erdogan pour voter utile. Pourquoi ? Parce que Erdogan promettait la paix. C'est la première fois qu'un chef d'État ou un chef de gouvernement dans l'histoire de la République turque reconnaît qu'il y a des Kurdes et qui négocie avec un mouvement, avec le PKK. La négociation, c'est pour terminer la guerre, parce que pour terminer la guerre, il faut qu'il y ait une négociation entre les parties au conflit. Mais le PKK ou sa mouvance ne représente pas le peuple kurde, pas tout le peuple kurde, une partie du peuple kurde. Donc la question kurde sera l'affaire de tous les Kurdes, et ça c'est dans le cadre de la démocratie. L'AKP de Erdogan a quand même 70 députés kurdes, donc ils ont 4 ou 5 ministres aussi. Oui, Erdogan n'aurait pas pu être élu sans une partie de l'électorat kurde qui a voté utile, ou parce que c'est des gens conservateurs aussi, qui a voté utile en disant que il faut que entre lui et le mouvement nationaliste et ultranationaliste, ils ont fait le choix de voter pour Erdogan à cause de la promesse de la paix. D'autres questions ? Je vous en prie. Quelle est la situation des Kurdes en Iran ? Alors, l'Iran, évidemment, il y a la chape de plomb de ce régime des ayatollahs. Donc, il faut dire que l'Iran, c'est un empire où le persan représente environ 40% de la population. Et vous avez donc 12 millions de Kurdes, vous avez peut-être autour de 17-18 millions d'Azéris, qui sont des turcophones, mais des turcophones chiites. Vous avez des Turkmènes qui sont sunnites et turcophones, et il y a des Balouches à la frontière de l'Afghanistan qui sont des sunnites, et des Arabes de Khouzistan. Le régime actuel n'est pas légitime, évidemment, puisque les élections se jouent entre les partisans de la République islamique. La République islamique exclut tout non-chiite de participation au niveau ministériel ou à la présidence, etc. Mais de toute façon, même les élections sont à titre indicatif, puisque le pouvoir suprême appartient à l'Ayatollah Khamenei, quelle que soit la décision du Parlement ou du président, c'est lui qui décide. Et donc c'est un régime qui perdure, mais qui est très minoritaire. C'est peut-être 15% de la population qui soutient le régime, et ce sont effectivement des gens qui ont bénéficié de certains programmes sociaux de ce régime-là. Mais 15% dans la population d'Iran, ça représente quand même autour de 10 millions de personnes qui sont mobilisables, qui sont motivés, qui défendent le régime. Et les ressources du pétrole permettent de consolider ce noyau dur, et le contrôle de l'appareil d'État permet de réprimer les autres. Donc il y a l'armée, la police, donc il y a des mouvements armés dans le Baloutchistan, il y a au Kurdistan iranien également, il y a eu des mouvements armés.
mais je pense que tant qu'il y a la manne pétrolière et les ressources de l'État, d'ici à encore un certain temps, le régime des ayatollahs va continuer à sévir. Cela étant, la société évolue. Maintenant, la société est très éduquée, en particulier les femmes occupent des postes très importants, on commence à se faire entendre. Et il y aura une évolution, c'est imprévisible, mais enfin, je pense que d'ici quelques années, l'Iran également va muer. Donc il y aura une mue et les gens ne veulent plus, la jeunesse, les femmes, les populations non persanes, une partie des personnes ne veulent plus de ce régime. Mais le régime ne s'en ira pas seul et on est dans cette situation. D'autres questions, oui? Merci beaucoup pour vos éclairages qui sont vraiment nécessaires pour moi. Deux questions. Concernant les ressources pétrolières, justement, vous disiez qu'en Irak, elles avaient été interrompues. Donc, je voulais savoir depuis quand, et je voulais savoir si le Conseil de sécurité n'avait pas un rôle à jouer pour obliger justement à Bagdad de verser ses ressources. Et ma deuxième question concernerait votre institut kurde. Donc, j'ai cru comprendre que la France avait cessé ses subventions. Je voulais savoir s'il y avait espoir pour que vous puissiez à nouveau avoir ces subventions et quelles étaient vos priorités. Merci. Concernant le pétrole, tout à l'heure, donc, en parlant de l'annexion de ce territoire kurde à l'Irak, déjà en 1925, c'était le pétrole qui était à la base. De 1925 jusqu'à 1969, la région de Kirkuk et les gisements pétroliers du Kurdistan étaient l'unique source pétrolière de l'Irak, c'est-à-dire que le budget irakien était alimenté par le pétrole kurde. Après, on en a découvert dans le sud irakien. Maintenant, c'est des gisements plus importants. Au Kurdistan irakien, les réserves sont évaluées à 45 milliards de barils. Il y a aussi beaucoup de gaz. À terme, il y a de quoi alimenter convenablement le budget du Kurdistan et de quoi alimenter aussi en gaz une partie de l'Europe, en tout cas de l'Europe du Sud, ce qui diminuerait la dépendance vis-à-vis des pays comme la Russie. Mais évidemment, il faut qu'il y ait, c'est le fameux projet de Nabucco, le gazoduc. Mais le Kurdistan n'est pas une entité indépendante et tout le monde, vous voyez, continue comme un mantra de dire tout le temps, nous sommes pour la sauvegarde des frontières, pour l'unité nationale, etc. Et donc, cela étant, les Kurdes d'Irak se retrouvent dans une galère parce que on les a incorporés de force, ils ont résisté. Il y a une nouvelle constitution qui prévoit une large autonomie, mais elle n'est pas appliquée. Depuis le début de l'année, le Kurdistan ne reçoit pas sa part du budget irakien et donc ils ont été obligés par un oléoduc le reliant à la Turquie de vendre leur pétrole. Jusqu'à maintenant, à ma connaissance, ils ont vendu pour l'équivalent de 1,4 milliard de dollars. Mais le budget du Kurdistan est de l'ordre de 10 milliards de dollars. Donc c'est vraiment pour payer les dépenses les plus urgentes. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis 2 ou 3 mois. Et même pour ces ventes-là, il y a beaucoup de problèmes parce que l'Irak essaye de saisir les instances internationales où les Américains y sont opposés parce qu'ils disent si les Kurdes deviennent économiquement autonomes, c'est la fin de l'Irak. Et la fin de l'Irak, l'Irak va éclater. Maintenant, c'est une question de temps. Il va éclater non pas parce que les puissances étrangères le veulent, mais parce qu'il n'y a plus de volonté de vivre ensemble entre les Arabes sunnites et les Arabes chiites. Les sunnites veulent contrôler, comme dans le temps, l'ensemble du pouvoir. Et les chiites qui, grâce à l'intervention américaine, ont pour la première fois dans leur histoire pu accéder au pouvoir, veulent contrôler tout le pouvoir parce que le mot de compromis et de concession sont considérés vraiment comme des faiblesses ou voire des injures. Donc, et on est dans cette logique de confrontation. Et donc l'Irak, à mon avis, est condamné à terme. Donc, voilà, en ce qui concerne les Kurdes, s'ils arrivent à trouver un compromis, mais pour quelque temps avec Bagdad, les Kurdes ne sont pas pour l'éclatement de l'Irak, parce qu'après tant de décennies, ils pourraient à la fois bénéficier du partage des ressources de l'Irak
et les ressources du Sud en pétrole sont beaucoup plus importantes, et en même temps gérer leurs propres affaires. Donc, ils ne demandent pas mieux, sans éveiller l'hostilité des pays voisins comme la Turquie ou l'Iran, parce qu'un Kurdistan indépendant serait pour eux aussi un cas suspect. Mais peut-être que l'évolution les condamnera, les obligera à prendre en main leur destin et à se proclamer indépendants. Concernant l'Institut kurde, écoutez, c'est vraiment une toute petite donc structure qui a le mérite d'exister depuis 32 ans et qui a permis de défendre la cause des droits de l'homme dans l'ensemble du Kurdistan. C'est en même temps un centre de ressources, non seulement pour les chercheurs, les étudiants, les universitaires de France, mais de plusieurs pays européens. Et avant l'Internet, on avait même des chercheurs venant du Japon et du Chine pour se documenter sur les Kurdes. Et puis, c'est aussi un centre de ressources pour les 250 000 Kurdes de France. Et nous avons beaucoup contribué à l'intégration laïque de cette population. Les gens, quand on dit qu'il y a 250 000 Kurdes en France, ils disent mais non, c'est pas possible. Parce que c'est une population sans problème. Le seul problème, c'est quand il y a des manifestations avec là, c'est la République un peu turbulente, etc., mais qui comparé à d'autres manifestations, reste quand même très, très pacifique. Et ça ne se fait pas par miracle. Il y a tout un travail qui est derrière. Mais malheureusement, l'ensemble du secteur du monde associatif est sinistré. Au moins depuis 2002, 2004, etc. Donc ça a commencé sous Sarkozy qui a coupé. Ça avait commencé sous le gouvernement de Villepin et puis ensuite sous la présidence de Sarkozy. Et voilà, nous ne faisons pas exception. Donc on nous a coupé aussi les vivres. On essaye de survivre par nos propres moyens. Mais ça reste évidemment un combat difficile. C'est quand même un peu paradoxal d'avoir ce président de la République, ce gouvernement qui met en avant leur démarche kurde, courageuse et au point de susciter la colère de Bagdad, et puis des subventions dont j'imagine que n'étaient pas considérables. La moindre des choses serait quand même de les rétablir, non? Écoutez, en bonne logique, oui, mais malheureusement, on est de plus en plus dans la politique spectacle ou dans la communication. Et moi, je l'avais dit d'ailleurs clairement. J'ai dit, écoutez, à défaut de sauver les Kurdes, parce que la France n'a pas les moyens, sauvez au moins l'Institut kurde. Voilà, c'est ça, par contre, c'est à votre portée. Et puis, ça porte la voix des Kurdes pour l'opinion publique. Dans des événements récents, attendez, là, je vois, on est interrogé par la BBC, on est interrogé par le journal argentin, brésilien. Pour la France, c'est un plus. Ce que vous investissez dans l'Institut du monde arabe, et je suis pour, évidemment, mais il faut partager. Enfin, c'est encore un proverbe kurde, quand on n'a que du pain sec, il faut partager. Et notre budget ne représente même pas 4% du budget de l'Institut du monde arabe. Et voilà. Bon, on espère que la réflexion va suivre son cours, mais ça fait 2 ans, donc que nous essayons de convaincre de nouveaux dirigeants qui connaissent par ailleurs l'Institut kurde, puisque quand il y a eu l'affaire des députés kurdes emprisonnés, la vice-présidente du comité pour la libération, c'était Mme Ségolène Royal. Elle est allée 2-3 fois au Kurdistan. Elle est venue peut-être 20 fois à l'Institut kurde. Donc ils connaissent, on ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas, mais c'est... parfois, il y a la logique comptable des technocrates qui priment sur la vision politique. Et après, c'est dur de réparer les dégâts. Une dernière question, peut-être? Je vous en prie. Aujourd'hui, on parle du mouvement kurde, avec la possible indépendance de la Kurdistan d'Irak, avec l'autonomie en Kurdistan de Syrie et le processus de paix en Turquie. Vous n'avez pas peur que l'histoire se refait? On sait qu'au début du siècle, il y avait la promesse d'un grand Kurdistan, mais qui est suivi par le découpage du pays en 4 régions. Deuxième question, vous avez parlé dans votre discours que la région du Kobani, même si on gagne la guerre là-bas, la ville a été détruite complètement. Donc il n'y a plus d'infrastructures et la population qui a été déplacée, donc la majorité ne va pas revenir dans la région. Et que vous avez cité aussi que la prochaine sur la liste de Daesh, c'est la région d'Afrin qui est au nord d'Alep. Parallèlement, la Turquie avait proposé une zone tampon au nord de la Syrie sous ses propres gestions. La question c'est,
Est-ce que vous pensez qu'une zone tampon au nord de la Syrie, sur tout le nord de la Syrie, sous la gestion de l'ONU ou la coalition, sera la solution pour le problème de la région et possible création de l'opposition modérée, comme on dit, en Syrie pour qui soit la suite pour son ensemble de la Syrie? Ce sont deux vastes questions. Là encore, il y a un proverbe qui dit que la peur ne peut pas modifier le cours du destin. Donc, non, je n'ai pas peur. La société kurde d'aujourd'hui n'est pas celle de 1920, où elle était effectivement largement tribale. Mais cela étant, en 1920, il y avait 3 millions de Kurdes. Et malgré tous les massacres, les déportations dans telle ou telle partie du Kurdistan, même si une partie des Kurdes a été assimilée par les Turcs, par les Arabes, etc., il reste quand même à l'heure actuelle 40 millions. Et admettons que 10 millions d'entre eux sont assimilés, même s'il n'y a que 20-25 millions de Kurdes parlant, pratiquant leur culture. C'est déjà maintenant largement urbanisé, largement éduqué. Et ils obtiendront leurs droits, c'est une question de temps. Et c'est dans l'intérêt évidemment de tout le monde, y compris de nos voisins, parce qu'en tant que peuple, on ne peut pas changer de voisin, il faut qu'on s'entende. Et il faut qu'ils nous acceptent, que nous les acceptons, qu'on trouve un modus vivendi pour vivre ensemble. Et bien, c'est dans l'intérêt des Européens également, s'il y avait une Europe, une politique européenne, puisque c'est un problème européen. Hein. Vous voyez qu'il se passe quelque chose là-bas, vous avez des manifestations dans l'ensemble de pays européens. Et puis il y a beaucoup d'Européens qui ont des liens d'amitié avec les Kurdes, il y a des mariages mixtes, il y a toute une série de choses. Donc à terme, je pense qu'il va y avoir, le Kurdistan irakien qui deviendra indépendant, il va y avoir des autonomies régionales. On espère qu'un jour la région arrivera à un niveau de coexistence pacifique où les frontières perdront de leur importance dramatique, où il n'y aura pas de champs de mines empêchant les Kurdes d'une partie ou de l'autre de communiquer, et que les Kurdes qui ont été perçus comme les diviseurs seront perçus comme des traits d'union entre les Turcs, les Arabes, les Persans de la région. Voilà, ça c'est un espoir qu'on peut formuler à long terme pour le siècle. Je ne peux pas vous dire quelle décennie. Concernant maintenant la protection des Kurdes, malheureusement, on a la tragédie de la Syrie, dont on parle maintenant de moins en moins. Donc, on avait parlé d'Irak et critiqué l'intervention des pays occidentaux. Et on parle de moins en moins de la Syrie, où cette fois-ci, on critique pour la non-intervention. Au bout de 3 ans de guerre, on a quand même 10 millions de déplacés et de réfugiés. Hein. Sur 24 millions, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc sur ce nombre-là, il y a au Kurdistan irakien également autour de 220 000 réfugiés syriens. Il y a 1 400 000 réfugiés déplacés au Kurdistan irakien, mais les Syriens sont de ce nombre-là. La Turquie veut instaurer une zone tampon pour pouvoir, d'une part, écraser les cantons autonomes kurdes et avoir une monnaie d'échange dans les négociations post-Assad, y compris au niveau de rectification des frontières. Elle en a l'habitude. On sait que le Sanjak ou la province d'Alexandrette a été annexée à la Turquie en 1939, offerte par la France, parce que la Turquie menaçait de faire alliance avec l'Allemagne. Et comme cadeau, on lui a dit, mais non, calmez-vous, etc. Voilà, on va vous offrir cette province. Donc c'est ça l'objectif de la Turquie, avoir une zone tampon sous son contrôle. Et évidemment, c'est inacceptable pour les Kurdes, c'est inacceptable aussi pour les patriotes syriens. Hein. Ils ne veulent pas d'une occupation turque. Le souhaitable aurait été d'avoir une zone de protection sous l'égide des Nations Unies. Mais malheureusement, aucun pays occidental n'est prêt à envoyer des soldats. On ne peut pas avoir une zone de protection sans une présence militaire. Et donc, c'est une idée idéalement intéressante pour avoir une protection des populations civiles syriennes sur leur propre territoire, comme on l'avait fait en 1991 au Kurdistan irakien. Mais ni l'administration Obama, ni la France, ni l'Angleterre, aucun pays ne souhaite envoyer de soldats dans la région.
Et donc, malheureusement pour la Syrie, donc, on a encore de longues années d'épreuves devant nous. C'est une tragédie qui va encore durer, empirer, on ne sait pas pendant combien de temps. Et les Kurdes auront leur part dans cette tragédie-là. Voilà, il y a des situations où on ne sait pas comment faire et comment agir, mais la situation de la Syrie, c'est comme ça. Et puis, avec un effet de contagion sur les pays voisins, parce qu'y compris les mouvements djihadistes, vont avoir aussi un effet déstabilisateur, y compris sur le pays dit le plus stable comme la Turquie, parce qu'il y a plus de 3000 djihadistes turcs parmi les gens de Daesh. Donc, avec des cellules, avec toute une série d'organisations à l'intérieur même de la Turquie. Donc, ça mettra du temps, mais ça va aussi déstabiliser la Jordanie et la Turquie. Merci beaucoup pour vos éclairages et merci à vous.